Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de facteurs humains. Le titre exact, c'est Putain de facteurs humains, burn-out, greenwashing, faux semblants et si on parlait vrai. Aujourd'hui, on va parler d'humains et on va parler d'humains dans les organisations, dans vos organisations. Euh, alors, Gérézo, qui sont-ils? Ils travaillent sur la formation, le conseil et l'édition. Peut-être vous les connaissez déjà. À destination plutôt du management des RH et avec un peu de dev perso. Notre programme aujourd'hui. Bon, on va rester 1 heure ensemble. Voilà comment ça va s'organiser. Je vais parler pendant 45 minutes. Je vous invite à prendre des notes pour si vous avez des questions qui vous arrivent. Pourquoi? Parce que les 15 minutes d'après vous seront destinées, on pourra interagir ensemble durant un quart d'heure. C'est à la fois court et long, donc je vous invite vraiment à noter toutes vos questions, ce qui vous passe par la tête. N'hésitez pas à me poser des questions qui grattent, je trouve ça toujours intéressant. Et puis de ce que vous vivez aussi dans vos organisations, de la réalité, de ce que vous pouvez mettre en place. Je trouve ça toujours pertinent, ça a du sens. Donc le programme en plusieurs étapes. Premièrement, où se cache le facteur humain? On va vraiment être très actionnable aujourd'hui, hein. L'idée, c'est vraiment d'être dans quelque chose de pas forcément descendant, mais vraiment de pratico-pratique, d'utilisable dans le quotidien dans vos boîtes. Une matrice, j'ai créé pour trier vos actions, celle que j'appelle utile, vitrine et délétère, on va le voir tout à l'heure. Un plan d'action en 5 étapes pour passer effectivement du blabla au réel, du discours aux actes et un protocole que j'ai appelé anti-washing. Bon, putain de facteur humain. Alors, putain de facteur. Alors, oui, déjà, je vais vous raconter un peu le contexte de tout ça. Ouais, c'est quand même mieux de démarrer par là. En fait, à cet endroit-là, pour être tout à fait honnête, vous n'allez rien apprendre. Je vais vous dire une chose, vous n'avez qu'à ouvrir la télé, ouvrir la radio ou vous mettre sur les réseaux sociaux. C'est la merde. Je suis désolée, bouchez de vos oreilles ceux qui trouvent que mon vocabulaire est un peu grossier. C'est le bazar partout, la réalité, c'est ça. Sur le plan économique, géopolitique, social, il ne faut pas être grand clair pour voir que tout s'accélère. Sur le plan environnemental aussi. Ok, donc ça, c'est le contexte. On est dans un contexte qu'on appelle, dans mon jargon VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on marche, si je devais résumer ça, on marche un peu sur des œufs. C'est-à-dire que c'est quand même compliqué de pouvoir, j'allais dire, trouver notre place en tant qu'humain, qu'il soit professionnel ou à titre personnel. Pourquoi il faut que vous compreniez que ce webinaire est en lien avec mon bouquin, c'est aussi la raison pour laquelle je parle de putain de facteur humain. En fait, c'est un clin d'œil à Hubert Reeves. La première fois que j'entends putain de facteur humain, c'est en 2019 sur France Inter, dans une émission qui s'appelle La Terre au carré. Et j'entends Hubert Reeves qui prononce cette phrase en parlant du climat qui se dérègle et qui devient fou, en fait. Et le facteur humain, c'est ce fameux stretch entre la réalité de ce que l'on vit et puis ce qu'on envisagerait en fait dans un monde idéal. Et on s'aperçoit qu'il y a un gap entre, c'est ce que je mets dans le slide, entre ce que l'organisation attend, ce que les personnes comprennent, ce qu'elles veulent faire et ce qu'elles peuvent réellement faire dans la durée et mettre en place. Donc, c'est ce stretch, cet écart, cette dichotomie que l'on a entre ce dont on a envie et puis le réel. C'est finalement aussi notre capacité à être dans le déni, j'allais dire à faire l'autruche et à se dire oui, demain, tout ira bien. C'est un peu plus compliqué que ça et ça demande un petit peu plus de nuances. Donc, travailler le facteur humain, c'est ce que je vous ai noté, c'est rendre l'écart visible, c'est-à-dire cet écart entre ce qu'on aurait envie et ce qui se passe réellement. C'est sortir de l'implicite, c'est-à-dire avoir cette capacité à dire, à verbaliser les problématiques. C'est
C'est cette capacité qu'on peut avoir, si je résume ça, à parler vrai pour agir juste. C'est tout à fait ça. Et puis, c'est unifier ce qu'on appelle, ce que moi j'aime appeler, et ce que d'autres appellent aussi, mais ça me tient vraiment à cœur, cette notion de performance. Pas cette performance à la papa comme on peut l'envisager dans les années 80-90 pour les plus vieux d'entre vous. Vous savez de quoi je parle. Un peu cette performance à la schlag, à coup de bâton. Mais aujourd'hui, en fait, de parler d'une performance à la fois sociale, à destination de l'humain, et économique, parce que, bien évidemment, on ne vit pas, ni vous, ni moi, dans le monde des bisounours. Nos entreprises doivent être idéalement quand même rentables. Donc, c'est effectivement parler vrai, utiliser le bon vocabulaire pour que tout le monde en fait puisse se retrouver les uns les autres dans les organisations pour finalement j'aime bien cette notion de contribution avec le cœur, j'ose le dire, cette contribution où finalement on aurait chacun notre place pour impacter soit notre quotidien et puis les autres et être dans quelque chose. Alors, vous allez pouvoir ne pas me suivre et c'est OK pour ça. Euh, allez, je vais oser ça. Pour impacter quelque chose qui nous dépasse, aller plus loin finalement que notre job, notre mission ou nos organisations. Alors, on continue. Putain de facteur humain. Oui, c'est la minute auto-promo. Non, c'est pas la minute auto-promo, c'est de dire de là où je parle en fait, parce qu'en fonction des individus à qui vous avez affaire, c'est important. Donc, je m'appelle Hélène Chetting, je travaille depuis 15 ans à faire de la stratégie RH et m'occuper uniquement du management. Donc, ça fait 15 ans que je suis sur ce sujet-là qui est l'humain, l'humain, l'humain et remettre l'humain dans nos organisations pour incarner les discours, c'est-à-dire être véritablement dans la matière. Je fais ce que je dis ce que je fais et ainsi pouvoir performer sur le plan social et économique de manière, j'insiste, l'adjectif est important, de manière durable et pérenne. J'ai été enseignante pendant 15 ans dans l'enseignement privé et à l'université. Devinez la matière, bah, c'est le management, voilà. Et puis j'ai managé quand même pendant plus de 15 ans dans à la fois groupes, dans des PME, dans des startups, avec une forte culture anglophone, anglo-saxonne. Donc voilà, et je vous ai mis quelques références pour que vous puissiez savoir à qui vous avez affaire. Et puis je suis autrice aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit quand même. Je suis autrice chez Gérézo avec ce livre qui est sorti en octobre qui s'appelle Putain de facteur humain. J'ai repris des éléments. Gérézo a sorti un baromètre la semaine dernière à destination des RH. Pourquoi je voulais démarrer en fait en parlant de vous qui êtes derrière votre écran? Parce qu'en fait, j'ai vraiment la croyance, et sans vous brosser dans le sens du poil, que vous êtes la clé de voûte. Alors vous allez me dire, on fait déjà énormément, Hélène, stop. Non, en fait, au-delà de vos missions qui effectivement sont chargées, ça je le reconnais, pour travailler avec vous depuis 15 ans, je connais bien votre métier. C'est surtout en fait en miroir pour que vous compreniez quand on voit un chiffre comme 55% des RH qui vont bien, voire très bien. Moi aussi, ça veut dire que j'en ai 45% qui vont pas hyper top, quoi. Et en miroir, il y a quelque chose qui se joue aussi avec dans les organisations, avec les collaborateurs que vous accompagnez. Donc, il faut imaginer que forcément, ce qui vous impacte, j'allais dire votre forme, qu'elle soit mentale, psychique, forcément est en résonance avec l'ensemble des collaborateurs qu'il y a dans vos organisations. Effectivement, on parle beaucoup de fatigue, etc. Mais surtout, c'est de la notion de perte de sens. Je ne vais pas vous rabâcher la perte de sens avec mais pourquoi je me lève le matin, qu'est-ce qui fait que je suis là, etc.
je crois qu'on est tous un peu impactés si on est très très honnête par ça. En revanche, c'est pas l'objet de ce webinaire, mais c'est de comprendre que en fait, en miroir, il se joue aussi certaines choses pour vous, mais aussi pour les collaborateurs en interne. Et j'ai ajouté effectivement, vous portez la charge du bien-être des autres, souvent au détriment pardon, du vôtre. Donc, il y a ces éléments où l'année pour 67% a été exigeante, pour 44% a été démotivante, pour 38% challengeante. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à lire ce baromètre que Gérézo a fait et qui est très très bien fait et qui va vous donner de la lumière sur la réalité de ce que vous faites. Je fais cette parenthèse rapidement pour vous dire que ce webinaire me tient particulièrement à cœur parce que c'est Gérézo, parce qu'on a un lien particulier, j'ai un lien particulier avec mon éditeur. Mais au-delà de ça, je veux vraiment que vous entendiez ce webinaire comme une capacité en fait fédératrice, à fédérer. Et vous dire que la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul. Alors ça va vous faire marrer derrière votre écran, mais j'étais hier à HR Technologies, là, à Porte de Versailles, et je discutais avec forcément des DRH, des RRH, et on se faisait vraiment cette réflexion que nous vivons aujourd'hui, quelle que soit la taille de vos entreprises, PME, ETI, groupe, vous êtes aujourd'hui dans des réalités qui vous sont communes. Et c'est de comprendre qu'en fait, il est essentiel de sortir de la solitude pour pouvoir finalement se dire que... Alors, vous allez me dire, bah, si on est tous dans la même barque, il y a quelque chose qui effectivement dysfonctionne de manière systémique. On pourra y revenir. Mais c'est simplement ça, c'est d'avoir ce webinaire, en fait, que peut-être vous aurez plaisir à repartager, vraiment sous la forme d'un élément fédérateur. Alors, je continue avec vous. Vous êtes au centre, j'allais dire au centre du système. C'est vraiment ce que je pense. C'est-à-dire que vous êtes surtout en prise à ce que moi j'appelle des injonctions, je les appelle contradictoires. De manière plus commune, je les appelle des injonctions paradoxales qui sont liées à votre fonction. C'est-à-dire que vous êtes à la fois garant de la performance, où effectivement, il y a, je tourne mes petites pages parce que j'avais pris des notes. Vous êtes garant de la performance. Vous êtes aussi là pour protéger les salariés. Et puis, vous avez une partie com très importante et j'ai mis enrober tout cela. Alors, dans enrober, vous entendez mon cynisme, c'est-à-dire c'est cette capacité à faire parfois... Alors, vous êtes prêts à entendre ce que je vais vous dire? Allez, j'y vais, je me lance. Parfois, à devoir faire avaler des couleuvres. Oh là là, je vois déjà certains et certaines derrière votre écran, oui, oui, je vous vois, qui peut-être faites des bonds sur votre chaise et pour autant, vous savez pertinemment que c'est votre réalité. C'est que parfois, on se retrouve vous retrouvez, pardon, à devoir défendre des labels qui ne sont pas forcément des labels. Alors, mon discours est clivant, je l'assume complètement. Certains se reconnaîtront, d'autres pas. Cependant, j'assume exactement tout ce que je dis. C'est-à-dire que parfois, vous vous retrouvez à devoir remplir des dossiers pour faire des labels et pour obtenir des labels et qui, pour autant, vous le savez, sont en lien avec, allez, j'y vais, le paiement de ce dernier. On est d'accord. C'est sur le plan de la com interne ou de la com sociale de pratiquer une com RSE de façade. Ah, je sais, ça pique, je suis désolée, mais c'est vraiment ce que je vois en fait dans le quotidien. Et c'est ce fameux putain de facteur humain, entre cette fameuse dichotomie en fait qui va stretcher à la fois vos valeurs, on va le voir, et en même temps la valeur de la boîte en fait. Et est-ce qu'on fait de la cosmétique, est-ce qu'on fait de la façade, ou est-ce que réellement on incarne les valeurs que l'on veut défendre, ou est-ce qu'on fait, j'y vais, du bullshit? Je reviens pas sur les chiffres, mais quand même noter que dans cette dimension en lien avec la fonction RH, vous avez été 60% à avoir travaillé plus, voire beaucoup plus qu'en 2024. Donc on ne peut pas le nier. Et que 38% constatent une dégradation de leur équilibre vie pro, vie perso. Je vous assure, après on parle de choses
On parle de choses un peu plus sympas. Oui, alors, ce sujet sur burn-out, épuisement, j'ai mis quand ça tient encore, ça devient dangereux. Ouais, il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Euh, alors, je voudrais juste faire une parenthèse, j'allais dire sémantique. On nous rabâche, on nous parle du burn-out. Je dirais que même parfois, on s'en tartine. Le burn-out est une réalité qui correspond véritablement à une réalité, j'allais dire, psychique euh, très particulière et qui répond à une véritable maladie. Le burn-out, vous êtes véritablement cramé de l'intérieur, versus une dépression qui peut se soigner effectivement à grands coups, j'allais dire, de psychothérapie, de médicaments, etc. Le burn-out, c'est aussi le cas, certes, mais il y a un avant-après. Toutes les personnes qui ont été en burn-out vous le diront, je ne suis pas la même personne. J'insiste sur la sémantique, j'en parle d'ailleurs dans mon bouquin, c'est de comprendre que les mots ont un sens. Je suis très très à cheval là-dessus parce que on pourrait faire dire derrière ce mot de burn-out un peu tout et n'importe quoi. Cependant, je ne le nie pas, il y a une réalité, j'allais dire, un pourcentage de la population, effectivement, qui ont été broyés. Alors, on est d'accord, le burn-out, je fais cette parenthèse, c'est pas prévu, mais c'est pas grave, de sémantique, c'est là de sémantique et de développer ma pensée. C'est cette rencontre entre une personnalité un peu à risque et ou un profil un peu à risque. Je n'entendais pas faible, j'ai dit juste à risque. Généralement, d'ailleurs, dans le bouquin, je mets le burn-out, c'est réservé aux balèzes. Mais effectivement, c'est ça. C'est souvent les perfectionnistes, les bons élèves, etc., qui ont cette fameuse tendance à s'engouffrer, entre guillemets, dans le burn-out. Et puis, c'est un système. Donc, c'est cette rencontre entre ce système, qui n'est pas forcément déviant, mais qui peut être pressurisant, et puis un profil à risque. Donc, aujourd'hui, cette surcharge que vous voyez dans vos organisations, que je vois au quotidien sur le terrain, je le qualifierais en disant que c'est un mode de fonctionnement. Je dis d'ailleurs, vous le voyez, hein, que c'est un mal endémique du travail en France. C'est aujourd'hui une mécanique qu'on appelle dans mon jargon systémique. Alors, vous êtes très intelligent, donc vous triez. Évidemment, cette présentation est générale. Donc, dans le chat, je sais que vous allez me dire, oui, mais chez moi, c'est pas du tout comme ça. Et tant mieux. Je vous dis simplement ce que je vois sur le terrain, ce qui dysfonctionne et ce que l'on pourrait tous et toutes améliorer à notre niveau. Bien évidemment, les RH font aussi partie de ces professions très exposées qu'on peut avoir, par exemple, je pense, entre autres, aux hôpitaux publics, aux agents territoriaux, je pense à l'enseignement, etc. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas seul dans la tempête. Le fameux, vous voyez en bas, j'ai mis trois éléments qui peuvent être des éléments, j'allais dire, qui exposent, enfin qui créent ces problématiques-là, des objectifs irréalistes, vous le connaissez par cœur, surproductivité, des indicateurs quantitatifs beaucoup trop hauts, avec stress, burn-out, quiet quitting, on pourrait en parler, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire en entier. Et puis la perte de sens qui vient un peu comme un, j'allais dire comme un, comment je vais dire ça ? J'ai pas le mot, donc vous allez l'avoir pour moi comme j'allais dire un running gag, mais c'est pas du tout ça parce que il y a rien de drôle de manière comme un refrain, voilà. Je voulais enchaîner, oui, sur la qualité de vie au travail. Alors le titre est volontairement provocateur, vous l'aurez compris. Et puis vous allez reconnaître le ton aussi du livre pour ceux qui l'ont déjà lu. La QVT, est-ce que c'est un levier stratégique ou est-ce que c'est un cache-misère institutionnalisé ? Ça m'interroge. Je porte juste ça à votre connaissance, mon questionnement, et j'aimerais qu'on puisse en parler. Donc, si dans le chat, vous avez des questions là-dessus, je serais heureuse de pouvoir vous répondre et d'échanger avec vous. Oui, c'est une obligation de négociation. Avec effectivement pour levier central la santé, la qualité de vie au travail, l'engagement. Ok, sur le papier, c'est génial.
Qu'est-ce que vous vivez sur le terrain? Est-ce qu'on est dans cette QVT vitrine avec le baby-foot, le yoga? Je sais que ça grince derrière l'ordinateur, mais c'est derrière vos écrans, mais c'est OK, j'assume tout. Parce que c'est pas avec des barres de céréales bio ou des amandes par poignée qu'on règle les problématiques en lien avec le management, avec l'engagement, avec la coopération, avec la cohésion, avec l'esprit d'équipe. OK? J'ai vraiment cette croyance-là. Donc, restons dans quelque chose de très terrain. Et oui, au yoga, sur le principe, je trouve ça super. Oui, au baby-foot, je trouve ça super. Mais allons plus loin, en fait. Descendons dans la profondeur des besoins de ce qu'ont les individus, leurs besoins dans les organisations profondes, de l'écoute, de la qualité de présence, de l'empathie, de cette fameuse. J'étais hier avec Isabelle Filiosa, peut-être que vous connaissez, qui est psychothérapeute, psychologue, et nous discutions sur les mécaniques de domination. Je vous fais cette parenthèse-là, pas pour vous dire que j'étais avec elle hier, on s'en moque, mais simplement pour vous donner un écho sur les vraies problématiques, en fait. Les vraies problématiques. Et le kiwi n'est pas une solution, j'assume tout, hein. Le kiwi n'est pas une solution miracle aux problématiques de perte de sens, aux problématiques de quiet quitting, aux problématiques de désengagement. En revanche, si on descend dans la matière, dans le réel, on peut travailler sur une QVT réelle et réaliste, incarnée. Travailler sur l'autonomie, travailler sur la participation, travailler sur la reconnaissance, je rappelle qu'il n'est pas que financière, travailler sur la clarification finalement des rôles et sur la clarté des rôles de chacun. Travailler à des entreprises qui soient moins en silo, qui soient beaucoup plus transversales, où il y ait beaucoup plus d'échanges, de com, etc. Parce que la vérité, et vous le voyez, vous, en tant que DRH, la majorité du temps, les problématiques ne sont pas techniques. La majorité du temps, les individus, les collaborateurs, les salariés sont au bon endroit, avec toutes leurs dimensions de compétences, de technicité en lien avec leur métier. La problématique, elle est quoi dans la majorité du temps? Elle est communicationnelle. Elle est dans le lien. Elle est dans notre rapport à l'humain, dans notre rapport à l'autre. Alors, je continue, puisqu'on est là pour parler vrai et agir juste. C'est effectivement de comprendre que ça peut vite basculer en green et social washing. Je répète, le baby-foot n'est pas l'alpha et l'oméga. La plaquette RSE avec une personne, une femme de plus de 50 ans, une personne handicapée, je vous entends sauter sur vos chaises, hein. Une personne handicapée, une personne voilée, une personne, voyez ce que je veux dire, est intéressante. Je suis pour l'inclusivité, je suis pour la diversité. C'est une chance pour avoir à titre personnel manager des équipes multiculturelles. Je sais que c'est une chance. En revanche, oui, mais pas comme outil de com, pas comme outil de communication. Si c'est effectivement à des fins j'allais dire, transformationnelles, de la philosophie de la boîte, de ce que l'on peut servir finalement pour le client, ce que l'on peut servir, j'allais dire, dans la dimension relationnelle de tout à chacun, alors c'est génial. Mais ce qu'on observe, c'est quoi? C'est différents symptômes avec des promesses RSE non tenues, c'est-à-dire l'écart. Mais c'est toujours pareil, on est dans le putain de facteur humain, c'est-à-dire l'écart entre l'image et la réalité, ce qui fait qu'on a, je l'ai noté, hein, une confiance qui s'érode. Parce que oui, très bien, mais on n'est pas du tout dans je fais ce que je dis ce que je fais. Les labels obtenus, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, qui sont sans engagement profond. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe des collaborateurs qui deviennent très cyniques, qui disent ils l'ont encore acheté, le label par exemple. Une impression aussi de manipulation.
Et puis aussi l'utilisation de la RSE, on l'a vu, de manière un peu intempestive, qui peut créer, j'allais dire, comme je l'ai noté, hein, des railleries en interne en disant ah, ils ont encore fait un truc, mais c'est du bullshit. Alors peut-être là, ce qui me vient de vous partager, c'est peut-être de faire moins, mais de faire mieux. Ce que dit la recherche. Alors, vous savez, j'ai été enseignante en plus de toutes mes activités pendant plus de 15 ans. Donc, j'aime bien quand même savoir, de comprendre et ce qui se cache derrière tout ça. Je vous invite d'ailleurs à... Je l'ai pris comme support et c'est depuis qu'il est sorti, je crois que c'était en novembre de l'année passée. Le rapport de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales. Je vous invite à le lire. C'est une bible précieuse pour tout ce qui est en lien avec le management. Si le sujet vous intéresse, on pourrait aller plus loin en off sur ce sujet. Alors, partout, on parle du bon management. Mais moi, ça m'interroge toujours, c'est quoi un bon manager? C'est-à-dire qu'on aurait les mauvais managers d'un côté et les bons managers de l'autre. Ce que l'on sait, en revanche, ce que les études et entre autres ce que l'IGAS nous donne comme information, c'est que le bon manager, c'est un pilier de 3. C'est la forte participation des travailleurs dans les décisions, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas les collaborateurs finalement seuls. C'est-à-dire qu'il faut trouver cette notion d'autonomie, c'est-à-dire autonomie dans le quotidien, versus ce que moi j'ai appelé dans le bouquin le ma-management, c'est-à-dire à la fois le maternage, d'où mama management, ce maternage, cette fameuse, vous savez, ces fameux managers qui sont toujours derrière votre épaule, là, et tu fais quoi, mais t'en es où, etc. Donc, ce qui repose sur un bon manager, entre guillemets, bon management, pardon, c'est l'autonomie. Donc la clarté des rôles, des décisions qui sont décentralisées, ça c'est super important. La reconnaissance du travail accompli, ça passe par tout ce que vous connaissez déjà, mais à mettre en place dans le réel, le feedback, dire, alors vous allez me dire, c'est pas possible, elle enfonce des portes ouvertes, mais oui, ça paraît idiot, mais vous savez, j'invente pas la roue, je remets juste l'église au milieu du village. Revenons à de la simplicité, s'il vous plaît. Dire merci, dire ton travail est bien et dire pourquoi. Ça paraît débile, et pour autant, c'est un outil extrêmement puissant de coopération, de lien, etc. Et la troisième, c'est la forte participation. Vos collaborateurs en interne savent peut-être énormément de trucs, voient peut-être sur le terrain énormément de choses que vous-même, vous ne pouvez pas voir pour X raisons, de par votre position dans l'organigramme, de par vos responsabilités, etc. Donc, être attentif aux micro-signaux, être attentif à être à l'écoute. Donc, ça implique tout ça une posture, l'écoute active, la communication non violente, on pourra en reparler. Donc, la qualité du management, ça impacte la performance économique, ça impacte la santé, ça impacte l'engagement, ça impacte la fidélisation, bien évidemment, le turnover, l'absentéisme, et puis ça remet du sens en réalité. Alors, pourquoi fait-on semblant? Ben oui, pourquoi? C'est une vraie bonne question, ça. Parce que souvent, on est dans ce qu'on appelle dans la dissonance collective. J'allais dire collective. Ça, c'est grave. La dissonance cognitive. Peut-être que c'est collectif en réalité. La dissonance cognitive. Donc, quand le réel, c'est ce que je vous disais et c'est ce que je vous dis en creux, voire même en plein depuis tout à l'heure, c'est la fameuse dichotomie. Je fais ce geste de stretching, ce putain de facteur humain où on a cette capacité, merde, à pas voir le réel et les discours en fait. Vous avez compris avec tout ce que je vous dis depuis presque une demi-heure, cette contradiction entre le discours et le réel. C'est effectivement d'ajuster le récit au réel et faire que, à un moment donné, le récit rencontre le réel. Et c'est fondamental pour pouvoir que chacun et chacune pour pouvoir s'engager. Là, le deuxième point, pourquoi on fait semblant? Parce que les organisations qui sont constituées d'humains,
je le rappelle à toutes fins utiles, normalise la déviance. C'est ce qu'Hannah Arendt a appelé la banalité du mal. Vous savez, c'est ce mal, j'allais dire, lancinance, ces déviances que dans mon jargon, pardon, on appelle ces déviances systémiques, qui peuvent d'ailleurs être instaurées de manière systémique. Parfois, c'est à l'échelle d'un service, mais ça peut être à l'échelle d'une organisation. Donc, la normale, en un seul mot, devient la norme. Et avec le fameux, mon Dieu, je déteste cette phrase, mais ma bonne dame, on a toujours fait comme ça. Alors là, ce qui me vient de vous interroger, c'est est-ce que à cet endroit-là, on pourrait faire un pas de côté, changer nos lunettes et décider dès lundi de faire autrement. Parce que je sais qu'aujourd'hui, vous êtes la clé de voûte de la transformation. Alors, je sais que vous faites des bons. Je sais que vous faites des bons derrière votre écran. Et pour autant, pour travailler avec vous depuis 15 ans, je sais que ça fonctionne. Donc, allez, go, on y va lundi matin, si vous êtes prêts. Et on change on a toujours fait comme ça. Ce que j'ai appelé aussi les metrics theater, c'est en fait ces fameuses metrics, ces fameuses, comment je vais dire, indicateurs qui rassurent tout le monde. On met des indicateurs un peu partout et puis ça remplace, je l'ai mis d'ailleurs, ça remplace le problème. C'est-à-dire qu'en fait, grâce alors c'est les fameux KPI, ça nous permet que ces indicateurs, j'allais dire, je vais être un peu discourtoise, ça permet un peu de cacher la misère. Et avec les chiffres, on leur fait dire un peu ce que l'on veut. Donc, soyons tous et tous vigilantes à ce que nous mettons derrière nos chiffres. Et puis, pourquoi on fait semblant ? Parce qu'on est dans la peur relationnelle. On est dans la peur relationnelle, pourquoi ? Parce que, et j'en ai parlé beaucoup, parce qu'on n'est pas dans cette sécurité, j'allais dire, psychologique, cette espèce de safe place qui nous permet de parler, d'évoquer les vrais sujets et de dire des vérités. Et pour ça, il faut institutionnaliser ces places, ces espaces sécurisés où on a la possibilité, tout à chacun, chacune, de pouvoir nous exprimer. C'est-à-dire créer un climat de confiance qui va permettre à chaque collaborateur de pouvoir échanger. Et c'est là où j'en arrive à parler vrai. Alors, ce que ça implique pour un ou une RH, c'est noter les paradoxes. Alors, ok, il y a un point qu'il faut qu'on évacue tout de suite, c'est effectivement, à cet endroit-là, la notion de courage doit intervenir. Alors, attention. N'entendez pas, c'est pas parce que vous ne le faites pas là, demain matin, à cet endroit-là, que vous manquez de courage. C'est que là, dans le parler vrai, effectivement, c'est une notion qui va être importante. Ok ? Elle demande, et je crois qu'à la place à laquelle vous êtes, vous en avez déjà, parce que vous portez des dossiers qui sont essentiels et importants. L'idée, c'est de nommer les paradoxes entre ce qu'on se fixe et la réalité, ce qu'on se fixe comme objectif et la réalité. C'est mettre à jour les écarts entre les promesses et la pratique. C'est refuser, et ça c'est extrêmement important, et je sais, si vous êtes honnête avec vous-même, que ça va vous parler. Je crois que c'est le plus délicat dans la présentation, c'est de refuser de servir de caution. Refuser de servir de caution quand vous savez, dans vos tripes, dans votre cœur et dans votre mental, que c'est déconnant, que ça ne peut pas fonctionner, que ce que l'on vous demande de mettre en place ne peut pas fonctionner. Et c'est là où, tout à chacun, chacune, on a besoin de DRH, de RRH, de services des ressources humaines, de managers à tous les niveaux de l'organisation qui puissent nommer les choses quand elles doivent être dites. Donc, il y a 3 niveaux pour parler vrai. Il y a pas pour parler vrai avec soi. Reconnaître quand on est en limite, quand on est sur peut-être votre propre fatigue. Pour parler vrai avec sa direction, c'est-à-dire avoir noué des liens qui vous permettent de pouvoir dire les choses. Moi, j'appelle ça un contrat de lucidité.
qui se situe entre ambition, ressources et risques. Parlez vrai avec les équipes. S'il vous plaît, je vous le mets en warning, mais vous le savez déjà, ne pas survendre ce que l'organisation ne peut pas tenir. Parce que là, vous allez à nouveau rentrer dans la roue du hamster, c'est à devenir fou. Donc l'enjeu, c'est ce que je vous mets, l'enjeu c'est pas d'être gentil, c'est pas forcément non plus d'être radical, on est d'accord, c'est juste d'être ce qu'on appelle dans mon secteur, dans mon secteur d'activité, d'être congruent, d'être cohérent. C'est la condition pour moi, vous allez me dire dans le chat si c'est exactement la même chose pour vous, c'est la condition de votre crédibilité dans la fonction RH. Donc, agir juste, parce qu'on a parlé vrai, on a agir juste. J'ai 5 outils à vous donner. Il me reste combien ? Encore 10 minutes, un quart d'heure. Vous aurez de toute façon le PDF. C'est des outils que vous allez pouvoir actionner dès lundi matin. Donc, agir juste, une boussole, en fait, où on va trier l'utile, l'aspect vitrine de la matrice, ou l'aspect... Alors, au départ, je n'avais pas mis délétère, j'avais mis toxique, mais je me suis dit toxique, ça va faire grincer des dents. Enfin, en tout cas, une situation où ça, finalement, où on est dans le cynisme, effectivement, et une charge un peu délirante. Donc, dans les actions, on a les actions utiles, c'est-à-dire celles qui impactent sur le travail réel. Donc, on va pouvoir réguler la charge, donner plus d'autonomie, on l'a vu, hein, ça boucle avec tout à l'heure, sur la clarté des rôles, et puis à former les managers, on l'a vu, au feedback, à la reconnaissance. Je ne reviens pas là-dessus. Ça, dans cette matrice, vous avez toutes les actions utiles que vous allez pouvoir lister. On a ce que j'appelle, moi, les actions vitrines. C'est des outils que je donne dans le quotidien quand j'interviens, en fait, hein, dans les entreprises. Donc, après, on le développe, etc. Mais c'est vraiment des outils que j'utilise tous les jours avec vous et avec vos collègues. Donc, les outils qui peuvent être vitrines, ça sert à faire le blabla. On fait du storytelling, que j'appelle, je vous le dis entre parenthèses, parfois du storylying. Pour ceux qui ne sont pas anglophones, c'est les histoires où on ment. Moi, j'aime bien les histoires où on raconte le vrai, pas celles où on ment. Voilà, les actions vitrines, les fameuses semaines QVT, vous savez, sans toucher au vrai fond du problème, les labels, les com, avec de la com interne sans preuve, les cellules d'écoute, oui, mais sans plan d'orga. Bref, et puis on a les dernières, celles qui sont en rouge, les warnings, les actions en fait qui sont toxiques, qui sont délétères, les objectifs intenables, les discours bien-être bullshit, les RSE de façade et les reporting, on n'en a pas parlé, ESG, cosmétiques en fait, qui surchargent mais qui ne règlent pas les problématiques. On a un deuxième outil qui est extrêmement important dans le PFH que j'utilise en entreprise. Donc là, pour le coup, c'est 5 étapes. La première, dans le putain de facteur humain, c'est de passer, on l'a vu, hein, du discours au comportement. C'est savoir. Ok, on reconnaît le problème, on sait qu'il existe. 2, c'est vouloir. Vouloir en être. J'ai envie de porter le dossier, j'ai envie, j'ai la volonté de le faire. 3, le pouvoir. C'est-à-dire que l'organisation, vos équipes et les managers vont pouvoir, quand on a défini les obstacles, les retirer. 4e, changer. Passer à l'acte et à l'action, c'est fondamental. Et puis persévérer, parce que sinon, c'est pas pérenne, c'est pas durable. Donc, il va falloir tout ça, il va falloir le stabiliser dans le temps. Donc, savoir, c'est rendre l'invisible mesurable. Alors, vous l'avez compris, vous connaissez mon point de vue maintenant. Je ne suis pas une dingue des métriques. Il faut les utiliser, mais avec parcimonie. C'est un tableau de bord de travail réel. On met 3-5 indicateurs pour nous donner des éléments, mais pas plus. Repérer et voir et savoir ce fameux canal qu'on appelle, nous, dans mon jargon, de signaux faibles, c'est-à-dire travailler sur des retours. Vous allez avoir le PDF, hein, je vais un petit peu vite, je suis désolée, mais travailler les retours anonymisés, les retours publics si vous travaillez en B2C, etc.
C'est effectivement une revue mensuelle que vous pouvez faire entre les écarts, les fameuses promesses, les écarts entre le vécu et enfin entre la réalité et ce que l'on annonce. Vouloir, vous savez, c'est mon deuxième pilier, c'est créer une motivation qui soit robuste, pas le fameux il faut, yaka, faucon, qu'on fait les comités de direction, les comités exécutifs. Vous me suivez ou pas? Ouais, vous l'avez là. Ouais, je sais que vous l'avez. Donc, passons de ça à pourquoi en fait ça compte. Allons questionner en profondeur les vrais sujets. Je rappelle, ça demande du courage. Aligner le sens, pourquoi, la justice, l'utilité et faire choisir au collectif, c'est fondamental pour que chacun adhère et qu'on puisse embarquer tout le monde. 3, vous le connaissez, pouvoir, transformer les conditions, ressources, clarté, sécurité psychologique, je ne reviens pas dessus, autonomie. C'est effectivement changer avec ce que j'appelle des micro-expériences. Généralement, on les met sur un mois parce que ce n'est pas la peine de piloter plus. Travailler sur la charge, la reconnaissance et ce que moi j'appelle l'anti-washing. C'est-à-dire qu'on prouve par le réel ce qui se passe sur le terrain. Et vous l'avez noté, c'est fondamental, c'est le dernier, c'est la persévérance. C'est-à-dire mettre l'acuité et la cohérence dans la gouvernance. Ça doit être un point fixe en COMEX en CODIR. Suivre 2 indicateurs, pas plus, je vous rappelle, c'est pas la peine d'en faire des tonnes. Et puis mettre en place ce que moi j'appelle des revues de décision. 4e outil, un protocole que j'appelle le protocole anti-washing qui fonctionne très bien avec 6 sujets. On définit précisément le périmètre, en fait, de quoi on parle, la population, à qui on s'adresse, donner des preuves, qui soient traçables, ni l'intuition, d'accord, et pas l'intention, vraiment, on est dans le réel, travail réel, c'est le 3e, donc à qui ça profite vraiment, quel signal on envoie aux équipes, les coûts cachés, qui paient, parce que c'est le nerf de la guerre, le temps, la charge mentale, est-ce qu'on sous-traite, les reportings. La dimension de la gouvernance, bien évidemment, qui est fondamentale, qui tranche quand ça coûte. Et donc, avoir des arbitrages explicites. Et tout ce qui est en lien avec le droit et le risque, bien évidemment, mais ça fait partie de votre job. On sait combien votre métier est impacté par la dimension juridique. Donc, bien évidemment, travailler sur la conformité, la communication vraie, pour que tout ça, que tous ces paramètres soient cohérents. Bon, je conclus. Vous allez me dire, vous avez passé un peu vite, Hélène, sur les outils. En fait, je les ai détaillés. Vous allez pouvoir revenir dessus sans aucun problème. Et je vous ai donné ces outils-là qui sont des outils, pour le coup, extrêmement applicables, concrets. Je vous engage à les lire tranquillement et à voir comment vous pouvez ajuster en fonction de vos organisations. Je vous rappelle... là, je fais quelque chose de générique, de général, pour ou des prises de conscience ou juste enfoncer des portes. Donc, vous allez tout à chacune pouvoir l'avoir et les utiliser. Donc, conclusion, ce que vous pouvez en mettre en place dès lundi, ne restons pas dans la théorie, mais appliquons. 1, fondamental, prendre du recul sur vos pratiques et repérer, s'il vous plaît, tous les angles morts. Les fameuses injonctions, les il faut que, les yaka, vous les connaissez, c'est les fameux yaka faucons. Entendre les surcharges, là où il y a trop. Entendre les démotivations, c'est fondamental, ça fait partie intrinsèque de votre métier. On parlera dans mon métier, on appelle ça les signaux faibles. Je pense que ça vous parle aussi. Et surtout les angles morts. Les angles morts. Soyez attentifs à ce qui se cache en creux. J'ai l'habitude de dire, quand j'interviens en conférence ou dans des ateliers ou en séminaire, c'est entendez ce qui ne se dit pas et voyez ce que l'on ne vous montre pas. Alors pour ça, ça demande de l'engagement, ça demande du courage, mais je sais que vous en avez déjà plein. Je dis ça sincèrement parce que je sais, je vous côtoie, je sais comment vous fonctionnez. Donc, allez, go, c'est parti. 2e point, et après, on passe au chat, c'est distinguer les actions utiles, vitrines et délétères. On l'a vu tout à l'heure.
pour arrêter de faire du green et du social washing. Je pense que c'est pas mal. C'est clarifier ce qui signifie agir juste entre exigence éthique et humanité. Et puis, c'est repartir avec ces fameuses micro-expérimentations à lancer sur 30 jours pour que ça puisse répondre au réel. J'ai mis ça, je vous le dis, je verbalise ce que j'ai écrit. Replacer, il est essentiel de replacer la fonction RH comme acteur, actrice centrale de la transformation. Écoutez cette phrase, elle est fondamentale, c'est vraiment ce en quoi je crois. Vous n'êtes ni police sociale, ni un département de bien-être gadget, mais je crois vraiment que vous êtes les architectes des conditions réelles de travail de chacun de nos et de vos collaborateurs. Bon, voilà qui je suis. Vous avez dans cette slide mes coordonnées. Voilà, j'ai mis parler vrai pour agir juste. Vous avez un petit QR code. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pendant 45 minutes. On échange. On peut parler effectivement des outils qu'on a vus ensemble un petit peu plus en profondeur, échanger sur votre quotidien, sur la réalité. Ça n'engage rien. Mais quand on parle d'humanité, j'aime bien la notion de la qualité de présence, du temps d'écoute, parce que je sais aussi combien vous êtes seul dans vos prises de décision, comme tous les C-level. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Oui, je vous ai mis le petit mot de Thomas Chardin qui a commencé mon bouquin. C'était sympa de sa part. Et puis quoi? Et je termine avec mon bouquin qui s'appelle Putain de facteur humain et que vous allez pouvoir retrouver à la librairie chez Gérézo, dans le 14e à Montparnasse. Et puis pour les non-parisiens, qu'ils ont de la chance, tous ces gens en province, sur le site de la librairie Gérézo. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je vous remercie infiniment. J'espère que vous n'avez pas décroché. C'était chouette. Vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un très bon moment à vos côtés. L'expérience était très sympa. Et puis, je vais me rendre sur le chat. Si vous avez des questions. Alors. Bruno, je reprends vos questions un peu comme ça dans le chat. Bruno qui dit « Osez dire que c'est la merde, pourquoi se le cacher ?» Bah ouais, Bruno, merci. Ça fait partie de ma personnalité. Et ouais, je pense qu'il faut dire que c'est la merde. Je suis d'accord avec vous. Oui, alors Kelly a mis dans le chat les résultats de l'enquête. Vous pouvez lire cette enquête. Elle est fondamentale. Elle est très, très, très inspirante. Elle va vous donner réellement des outils de compréhension comment dirais-je, de la réalité de votre métier aujourd'hui et de ce qui peut, j'allais dire, non pas advenir, mais en tout cas des perspectives et de ce qu'on peut faire sur l'année qui arrive. On est encore en janvier, sur 2026. Donc, allez voir cette enquête RH qui est hyper bien faite. Bruno qui nous remet un petit mot en disant « Faire avaler des couleuvres est une part peu glorieuse de notre job, heureusement peu importante. » Oui, c'est vrai. Et en même temps, on est d'accord, elle fait aussi partie de votre job. Et c'est là où souvent le bas blesse. Et merci de votre partage. C'est là où souvent le bas blesse, c'est comment je fais, moi, DRH, RRH, pour, je le dis dans une des premières slides, pour tenir le choc face à un système qui peut être parfois violent, qui peut être pressurisant, qui peut être, et c'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc, oui, certes, c'est pas l'intégralité de votre job, mais parfois ça en fait partie. Et c'est toujours, je m'interroge toujours, je me pose toujours la question, je me dis, à quel moment en fait, comment je vais vous dire ça? Là encore, c'est cette fameuse, mais vous le vivez au quotidien, c'est merde, est-ce que j'assume en fait? Est-ce que là, ce que je vais annoncer aux salariés, à mes propres collaborateurs dans le service,
Est-ce que ce que je vais annoncer ce soir, quand je vais rentrer chez moi, quand je vais me coucher, est-ce que j'aurai le cœur léger ou est-ce qu'effectivement, j'ai servi de fusible? Est-ce qu'effectivement, j'ai... comment je vais vous dire ça? Ouais, je vais oser dire ça. Est-ce que j'ai servi une cause qui finalement est à l'inverse de mes valeurs profondes? Et j'aime à croire que c'est quand même pas mal de pouvoir se coucher autant que faire se peut, parce que j'ai été manager sur des postes de direction marketing. Je sais combien parfois c'est difficile. Et que ne vivant pas dans le monde de oui-oui et des bisounours, je sais combien parfois on est obligé et contraint. Et oui. Et pour autant, j'aime aussi, en parallèle, me dire que tout à chacun, chacune, on peut être le maître d'œuvre d'autre chose. Pas dans une communication clivante. Pour moi, c'est dire les choses. J'en parle d'ailleurs dans le bouquin, en fait. J'ai beaucoup travaillé, moi, sur la communication non violente au travers des travaux de Marshall Rosenberg. Je me suis formée. J'ai eu la chance, une fois, de partager la scène avec Thomas Dassenbourg, qui est la référence en France de la CNV. Et je crois fondamentalement qu'on peut parler vrai, qu'on peut parler cash sans clash. Je suis convaincue qu'on peut faire des choses éminemment puissantes, éminemment impactantes, en disant les choses avec le plus de vérité possible. C'est comme ça qu'on fait avancer le système. C'est ma croyance. Alors Julie qui nous met tellement d'accord, mais c'était tout à l'heure, alors je ne sais pas, du coup j'avais pas le chat en direct. Bon, je suis ravie que vous étiez d'accord à un endroit de la conf. Encore faut-il que la vitrine, Julie nous dit, encore faut-il que la vitrine reflète la réalité. Et oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, c'est rendre cohérent, c'est-à-dire faire se rencontrer la vérité, la vitrine et la réalité. Et faire en sorte que ces deux puissent se combiner et se rapprocher pour être le plus, on en a parlé tout à l'heure, le plus congruent possible. Oh Julie, vous me mettez à nouveau, cela peut parfois coûter cher. Je ne sais pas de quoi. Julie, si vous êtes toujours en ligne, je veux bien que vous me disiez à quoi vous pensiez. Nicolas, c'est hyper sympa. Merci beaucoup. Enfin, un exposé qui dit les réalités de la vie d'entreprise aujourd'hui, loin de la vitrine affichée pour jeunes diplômés. Ça me touche beaucoup. Merci, Nicolas. C'est très sympa. Raphaël, merci Raphaël. Je te fais un petit clin d'œil. Heureuse d'avoir. Ouais, c'est hyper gentil. Merci. Ouais. Alors, Mylène, qu'est-ce qu'elle me met? Que pensez-vous de mettre en place un baromètre social en entreprise? Sur le principe, Mylène, moi je vous dis ok. Je suis plutôt pour le baromètre social. Mais après, alors, c'est toujours de se dire, qu'est-ce qu'on en fait? Je ne sais pas si ça vous parle. C'est-à-dire que ok pour mettre en place, comment dirais-je, des éléments, ok pour avoir des métriques, mais si ça reste dans un placard, ça sert à rien. Si ça reste dans un tiroir, ça sert à rien. Donc oui au baromètre social, oui aux indicateurs, mais, et c'est là tout l'enjeu, c'est qu'il va falloir les utiliser finalement, il va falloir les rendre réels. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire les incarner dans le réel. Si on voit que c'est la merde à tous les niveaux, qu'il y a complètement du désengagement, que c'est le bordel à tous les étages, qu'il y a une énorme perte de sens, etc. Ok, ça nous donne, on voit que c'est l'urgence. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces chiffres, quoi? Et donc, ok, go, mais pour de l'action et de l'actionnable. Donc sur le principe, je vous dis oui, mais je vous dis oui,
pas mais oui, et plan d'action derrière pour descendre Julie qui dit le dire vrai. Ouais. Oh, Frédéric, ça me touche beaucoup. Vous mettez merci pour cet exposé assez décalé des discours classiques. Ah, ça me touche parce que vous savez, ça fait 15 ans que je bosse ce sujet, 15 ans que je suis en obsession sur ce sujet, qu'effectivement mon discours est décalé, que je nage à 15 ans que je nage à contre-courant. Et je remercie, tiens, ben, il y a Raphaël en ligne, c'est très bien. Je remercie, mais je l'ai déjà remercié, mais je lui dis encore merci pour avoir tenu bon avec ce livre qui a, au-delà du titre Putain de facteur humain, dont le contenu est, je l'ai voulu vraiment réel, vraiment en lien avec le quotidien et effectivement probablement à contre-courant. Donc je remercie Gérézo d'avoir tenu bon. Donc merci Frédéric pour ça. Alors, vous me posez une question Frédéric, comment mobiliser le personnel, sondage, événement, quand ils ne semblent pas intéressés? Ouais, c'est une vraie bonne question, ça. Hein. Alors, ce qui me viendrait, là, si on était en one-to-one ou avec vos équipes et qu'on bossait ensemble, je vous dirais, mais Frédéric, en fait, déjà, à partir de quand les équipes ont été démobilisées? Est-ce que vous voyez qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu un temps, j'allais dire un temps fort où vous sentez que ça a basculé? Ça, c'est la première question que j'aurais envie de vous poser. Un. Deux, donc, quel est l'événement déclencheur ou l'élément déclencheur qui aurait pu faire que, ou est-ce que c'est quelque chose de très progressif et vous avez vu que ça a dégringolé sur quelques mois, voire quelques années? Est-ce qu'on est dans le cadre d'une fusion-acquisition, d'une réorganisation? Voilà, donc donner du contexte, ça c'est fondamental. Et puis votre secteur d'activité, est-ce qu'il est en tension, pas en tension? Voilà, c'est toutes les questions que je viendrai vous poser là, comme ça, un peu rapidement. Alors, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est un truc tout bête. Ça va vous faire sourire, Frédéric, j'en suis certaine. C'est dites ce que vous faites avec le plus d'honnêteté possible et faites ce que vous dites. Réengager les équipes, remobiliser les équipes, ça demande du temps et ça demande une compréhension fine. C'est pour ça que le pourquoi me semble fondamental. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui sont vos collaborateurs? Quel profil ont-ils? Vous voyez? Donc voilà. Et après, donc, comment mobiliser? On a plein d'outils aujourd'hui. On peut travailler sur des ateliers en lien avec leur quotidien, sur quelles difficultés ils rencontrent, quels sont les freins, quelles sont les résistances. Pourquoi travailler à ce qu'on appelle de l'éducation psychosociale? Qu'est-ce qui se passe dans les jeux relationnels? Quel type de management vous avez? Vous voyez, les questions fusent là, comme ça, avec juste votre interrogation. Est-ce que vous fonctionnez en silo? Est-ce que vous fonctionnez de manière transversale? Est-ce qu'il y a des jeux relationnels de pouvoir très importants? Est-ce qu'il y a beaucoup ce qu'on appelle des mécaniques de domination chez vous? Est-ce que les collaborateurs sont en autonomie? Ah, Frédéric, j'ai 1000 questions à vous poser. Mais c'est possible. La vérité, c'est que c'est possible. Parfois, si ça fait longtemps, on ne va pas non plus se mentir, je ne suis pas magicienne, mais ça peut prendre un peu de temps. On y arrive. Après, je vous rappelle un truc fondamental que je dis depuis très longtemps. 95% des collaborateurs sont engagés. Grosso modo, c'est un chiffre que je dis souvent, mais vous trierez, vous êtes intelligent. Et on n'a que 5%, à peu près 5-6% des collaborateurs, de toute façon, qui seront irrécupérables. Je vous le dis honnêtement. Hein. Donc, on ne va pas s'intéresser à ces 5-6% qui sont des moutons noirs. On va faire des règles et on va organiser une entreprise, une société pour ces 95% de gens qui ont peut-être perdu le fil, mais qu'on peut remettre sur le cheval, de personnes, d'individus qui pratiquent la nonchalance. On va essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui se joue et de les remettre en selle. Donc, vous voyez, on a plein d'outils, mais il faut qu'on en discute plus en profondeur. Bruno, dommage pour moi de ne pas avoir travaillé avec vous. Oh, je partage votre discours et passer pour la grande gueule quand je disais à mes responsables. Ouais.
Ouais. Ah, Bruno, ben, écoutez, il est jamais trop tard. Et euh, bravo parce qu'en fait, il faut, vous savez, quand je vous annonce tout ça, euh, je sais combien il faut du courage pour proposer ce genre de choses. Je vous le dis à titre personnel euh, parce que moi, ça m'en demande aussi. Ça expose forcément. Ça ne peut pas parler à toutes les organisations, forcément. Mais j'ai cette croyance cheville au corps, je vous assure, depuis 15 ans, qu'on peut contribuer, impacter profondément quelle que soit l'échelle à laquelle nous sommes dans les organisations. Bien évidemment, DRH, RRH, service des ressources humaines, vous êtes beaucoup plus puissant, j'ose le dire, que vous ne l'imaginez, à condition, effectivement, de ne plus rester ou comment je vais vous dire ça, de vouloir, parce que je sais que vous avez cette volonté, de vous sentir entouré. C'est ça surtout. Et que vraiment, vous n'êtes pas seul dans la tempête. Et je sais que aujourd'hui, c'est pas évident, pas facile. Donc voilà, l'idée, c'est que, et vous voyez, on était en live, on était nombreux. Et ben, vous n'êtes pas tout seul. Voilà, c'est quand même la bonne nouvelle du truc. Restons sur un truc positif. Frédéric, Julie, merci à tous d'avoir participé. C'était une grande joie pour moi d'être là, de vous partager ce live. Je conclus, je vous souhaite une très belle année 2026 et je vous souhaite le meilleur pour la suite. À très bientôt. Merci à Julie, Frédéric, Bruno, tous ceux qui étaient en ligne et que j'oublie. Merci infiniment à vous tous. Et merci Alexandre, Peggy, c'est hyper sympa. Merci beaucoup à tous. Allez, à très bientôt et je vous souhaite une excellente année. À très bientôt. Bye.